Madame, Monsieur, bonsoir, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans ce journal de ce vendredi dont voici les titres. Le port de Longoni en voie de développement colossal pour ces prochaines années. La société Mayotte Channel Gateway qui gère le site présente ses projets d'envergure avec notamment de nouveaux quais à venir. Si le conseil départemental entend prochainement rompre le contrat de la DSP, il n'empêche que plusieurs dizaines de millions d'euros sont éjectés afin de structurer davantage le port. Le ramadan suit son cours dans le département, un mois de jeûne qui s'articule avec des fortes chaleurs jour après jour. Quel impact sur les jeûneurs qui travaillent également sur le terrain au soleil? Nous en avons rencontré certains sur leur lieu de travail. Reportage à suivre. Et puis nous parlerons du thé traditionnel, un thé bien mahorais, sorti tout droit du terroir. Nous serons à Bombo Ouest, dans la commune de Bweni. La famille Vita, qui le cultive de génération en génération, nous le fait découvrir. Vous le verrez en fin de journal. Le 22 avril prochain se tiendra un conseil portuaire, pas comme les autres. Il doit donner son avis sur une possible résiliation de la DSP qui lie le conseil départemental et Mayotte Channel Gateway. De son côté, Idanel reste imperturbable. Elle annonce de nouveaux investissements pour développer davantage le port, des investissements qui s'élèvent à 80 millions d'euros. On fait le point sur cette actualité avec Khalda Lidi et Fahar Housseni. C'est l'une des dernières acquisitions d'Idanel. 3 grues d'une valeur de 10 millions d'euros achetées par sa société, Manuport. L'investissement a été réalisé malgré l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de Mayotte Channel Gateway. En effet, le 22 avril prochain, le conseil portuaire devra statuer sur la résiliation de la délégation de services publics au port de Longoni, une procédure qui semble laisser de marbre la première concernée. Je suis absolument sereine parce que d'abord, premièrement, ils ne respectent pas la procédure. Il faut d'abord analyser ce qu'on fait, passer par une commission technique en coordination, de dire tout est là où il y a manque. C'est un processus de presque 1 an, ça. C'est Mansour Kamardine qui a signé. Il y a sûrement avec ses collègues des choses derrière. Et pour marquer sa détermination, le gestionnaire du port nous montre les infrastructures et futurs projets de nouveaux quais et des travaux pour augmenter l'espace de stockage. Tous les projets que nous travaillons aujourd'hui, qui pourront être modifiés à la marge ou qui pourront être revus, peut-être menés mieux, si c'était la question. En tout état de cause, je pense qu'objectivement, il faut absolument que Mayotte, au sens large, que ce soit MCG, le département ou ses partenaires de l'État, pour le dire comme ça, devront prendre en compte les besoins qui vont doubler ou tripler d'ici 25 ans. Mais les projets annoncés n'ont toujours pas été validés par le département. Pourtant, Idanel annonce près de 80 millions d'investissements à venir. La dame de fer mahoraise reconnaît des difficultés pour convaincre les banques locales. De plus en plus frileuses face aux conflits qui se multiplient au port, la MCG pointe du doigt l'influence de certaines entreprises membres de l'Union maritime. Le groupe qui veut toujours veut pas que vous en Mayotte ou nous en Mayotte on avance, c'est plutôt eux qui fait. Et bien sûr, il y a des gens de la Vallée 2 qui a 6 ou 7 qui ne payent pas le loyer, qui doivent en vocal 10 millions d'euros. Ça veut dire que c'est eux qui sont un peu derrière tout ça. Les prochaines semaines seront déterminantes pour MCG. Si l'Union maritime s'accorde pour résilier la DSP, il faudra attendre une délibération des élus du département. De son côté, Idanel reste catégorique. Quoi qu'il arrive, elle restera au port, notamment via sa société Manuport. Transport aérien maintenant avec le projet Zena Airlines. Le projet de compagnie aérienne des frères Novou suit son cours. Hier, les 2 porteurs de projet ont rencontré les élus du conseil départemental. L'occasion de présenter la globalité du projet et notamment son calendrier. Écoutons à ce propos Régis Novou, porteur du projet de la compagnie aérienne mahoraise Zena, à travers 3 questions essentielles au projet. Il répondait à Géraldine Louis. Vous avez rencontré le conseil départemental pour quel objectif? Nous avions souhaité pouvoir présenter au conseil départemental l'étude qui avait été faite par Airbus sur la qualité de la desserte aérienne à Mayotte et également de pouvoir présenter à tous les élus en même temps le projet Zena, parce que ça n'avait pas été fait précédemment, ainsi que les avancées du projet, puisque depuis le temps que le projet existe, on a beaucoup avancé. C'était l'occasion pour nous de pouvoir leur présenter la globalité, le marché et où le projet Zena colle à ces besoins du marché qui correspond aux attentes des Mahorais.
Quelle est la réponse du département? Le département dit que le fait que la société ne soit pas créée pose problème pour leur positionnement, tandis que la création d'une société, c'est une procédure qui prend 2-3 semaines. D'ailleurs, la création est déjà en cours, donc d'ici fin avril, la société sera créée. Mais nous, ce qu'on demande, c'est un positionnement clair du département sur leur participation ou non au capital de Zena, pour pouvoir avoir le pouvoir décisionnel sur l'avenir et sur la stratégie de la compagnie. On veut que le pouvoir décisionnel de cette compagnie soit détenu à Mayotte, nos actionnaires privés mahorais, plus le département. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le département. Quel est le calendrier? Alors là, les choses sont en train de s'éclaircir, vu qu'on a besoin de créer rapidement la société pour pouvoir lancer tout ce qui est procédure réglementaire par rapport au certificat de transporteur aérien. Donc à la fin du mois d'avril, nous aurons une société qui s'appellera Zena. Suite à ça, nous allons lancer le recrutement des responsables désignés qui vont mener cette campagne de certification qui va prendre entre 3 et 6 mois. Donc on peut partir actuellement, si on arrive à tenir les délais et si on n'a pas d'autres surprises en cours de chemin, nous pourrons voler avant le mois de décembre de cette année. Et puis en bref, cette information, 6 kilos de résine de cannabis ont été saisis aujourd'hui à l'aéroport de Pamandzi. C'est un passager qui devait se rendre à La Réunion qui les transportait dans son bagage à main. L'individu a été aussitôt interpellé par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Pamandzi. 6e jour depuis le début du mois de Ramadan, des journées de jeûne qui mettent à rude épreuve l'organisme et qui nécessitent certains efforts pour tenir bon. Et comme vous le constatez, le soleil et la chaleur sont au rendez-vous ces jours-ci. Pas si simple pour ceux qui jeûnent et qui exercent sur le terrain, à l'instar de ces ouvriers que nous avons rencontrés sur des chantiers à Cavani et Kaweni. Darwesh Daou, Fahar Housseni. Nous sommes au milieu de la matinée sous une chaleur écrasante et la température annonce 29 degrés. Dans ce chantier, les ouvriers font face à 2 épreuves. L'exercice de leur fonction et le ramadan, ce moment d'abstinence où il est interdit de boire, de manger et d'avoir des relations charnelles du lever au coucher du soleil. On a l'habitude, ça fait longtemps qu'on fait le boulot. Ça fait déjà 20 ans que je fais le boulot donc, et ça me plaît. Donc si tu travailles, on ne voit pas le ramadan passer, quoi. Ouais, pendant le ramadan, ça se passe bien parce qu'on est habitué à travailler et ça se passe bien. Vous faites comment alors? Sous le soleil, tout ça? Ouais, sous le soleil, il y a le soleil qui tape, mais on est obligé de travailler, on fait avec. Dans un autre chantier, la débauche d'énergie est également bien visible. Comment supporter le poids du travail, surtout qu'on ne peut rien avaler, du moins la moindre goutte d'eau? Le seul changement durant le ramadan, nous débutons ce travail à 8 heures jusqu'à 14 heures sans interruption. C'est mon boulot et j'ai l'habitude. Je ne peux pas arrêter de travailler à cause du ramadan. C'est comme ça. Animés par la foi et la conscience professionnelle, ces ouvriers, comme des millions d'autres musulmans à travers le monde, prouvent plus que jamais qu'on peut gagner dignement sa vie tout en cherchant à raffermir son âme devant son Créateur, Allah l'Éternel. Bon courage. Et on en vient aux journées des langues à Chikoni. Elles étaient à l'honneur cette semaine au collège Adi Hadidi. Les élèves ont notamment travaillé sur des poèmes en les récitant ou en les traduisant en kibushi. Mieux, ils se sont essayés au théâtre dans une ambiance, vous allez le voir, joviale. Sur place, Aurélien Février, Daniel Abdou. C'est l'histoire d'une bande de maquis qui souhaitent voler la culture d'une vieille dame. L'un d'entre eux, Namou Pilipili, propose l'idée de se transformer en homme, de se marier avec la vieille dame pour pouvoir la duper. Aimé par la vieille dame, il ne souhaite plus partager avec les autres maquis, ce qui ne plaît pas à ces derniers. Pour le punir, il force Namou Pilipili à redevenir maquis. Applaudissements mérités pour ces élèves de 5e, séduits par ce projet théâtral.
Aujourd'hui, on a travaillé très dur pour faire ce projet. C'était un peu stressant, mais ça va. J'avais pas peur, mais il y avait juste des mots qui étaient un peu difficiles là. Mais j'ai essayé de faire. Une prestation saluée par Rastamis Pello, invité pour l'occasion. Un réel plaisir de voir combien les enfants sont contents d'être ici avec leur propre langue, c'est-à-dire d'être ici complètement. Eux et ceux qui le sont. Je suis content. Satisfaction partagée par les enseignants du collège de Chiconi. Cela a permis à tous les élèves de mettre la main à la pâte, que ce soit les non-lecteurs, les élèves timides, tout le monde voulait participer, chacun voulait apporter sa pierre à l'édifice et c'est ça qui a été vraiment l'élément qui m'a le plus plu là-dedans. Et après les contes, les élèves se sont également essayés au poème. Ils ont pu profiter des conseils de Dominus Ali Touabibou, auteur de recueils de poèmes. La semaine de sensibilisation à l'autisme s'est poursuivie. Aujourd'hui, un village de l'autisme est en place depuis ce matin à Mamoudzou, place de la République. Une certaine manière de montrer que sur le territoire, l'autisme existe. Il touche au moins 6000 personnes dans le département et pour le moment, leur prise en charge n'est pas au rendez-vous. L'association Autisme Mayotte ne peut accueillir que 8 personnes atteintes d'autisme chaque jour. Elle demande davantage de structures pour leur prise en charge, mais également pour les former. Et pour parler de ce trouble du neurodéveloppement, je reçois ce soir Joseph Chovanec, parrain du pôle Autisme Océan Indien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, outre le fait que vous êtes le parrain de ce pôle régional, vous avez la particularité d'avoir réussi à vaincre l'autisme dont vous souffriez. Vaincre, c'est un grand terme, mais je suis convaincu que chaque personne autiste peut avoir une belle vie, peut apprendre beaucoup de choses, peut avoir même une forte autonomie, peut exercer un métier. Et c'est ce combat que nous essayons de porter au sein du pôle Autisme Océan Indien, qui rassemble les associations, bien sûr, de Mayotte, Autisme Mayotte, mais aussi de Rodrigue, des Seychelles, de La Réunion, Mada, etc. Et pour réussir justement ce pari, il est nécessaire justement d'être accompagné, d'avoir des structures justement qui puissent prendre en charge les personnes concernées par ce trouble. En tout cas, il faut avoir des professionnels de qualité, des professionnels formés à l'autisme pour réaliser une meilleure inclusion. Ça commence à l'école quand on est tout petit, ça continue à l'âge adulte quand on est plus âgé, c'est-à-dire dans l'emploi, dans le logement, les loisirs. C'est un vaste combat et je dirais même que c'est un défi pour le XXIe siècle. C'est peut-être l'une des grandes causes enthousiasmantes pour notre temps. Vous parlez de défis, on sait qu'on a cité le chiffre. 6000 autistes à Mayotte. Pour ce défi, justement, quelles seraient les armes pour leur permettre justement d'avoir une vie meilleure? Déjà, avoir des contacts pour que les parents puissent savoir à quelle porte frapper, à quel numéro de téléphone utiliser, à des points de contact, premièrement. Un diagnostic pour savoir que l'on est autiste. D'autre part, à l'école, avoir des professionnels formés. Plus tard, quand on devient ado, quand on devient adulte, il y a toutes ces questions d'autonomie et que nous devons porter tout à la fois. Et concernant Mayotte, ici, est-ce qu'il y a justement des actions, des projets en cours justement pour améliorer ces conditions d'accueil et de prise en charge? Il y a en tout cas une association fabuleuse. Autisme Mayotte n'existait pas il y a encore peu et réussit à faire tant de choses. J'ai pu aller au village de l'autisme aujourd'hui. J'ai été épaté. Pourtant, j'ai de longues années de pratique du milieu associatif derrière moi. D'accord. Et cette association, justement, à travers ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? En tout cas, qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette association? On voit d'ailleurs que vous êtes très enthousiaste à ce que vous avez vu d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez vu. Je retiens ce boulot absolument titanesque des responsables de l'association, mais aussi leur sourire, la conscience d'avoir fait des choses pendant leur journée. Et je suis convaincu que nous pouvons imaginer un nouveau modèle de société où les personnes, quelles qu'elles soient autistes ou pas, pourront avoir une place. D'ailleurs, pour revenir sur votre cas personnel, parce que vous êtes autiste, on doit le dire, aujourd'hui, vous êtes philosophe, vous êtes titulaire de plusieurs doctorats, vous intervenez même
à l'ONU. Comment vous pouvez expliquer ce parcours si exceptionnel? La raison est très simple, c'est qu'à une époque lointaine, il n'y avait pas d'adultes autistes francophones qu'on pouvait tirer du chapeau pour les événements. Donc on m'a poussé, on m'a brutalisé. Petit à petit, on apprend. Mes compétences sociales réelles ne sont pas si fortes que ça, mais j'ai été extrêmement bien entouré et j'ai pu apprendre. Et ça, c'est vraiment cette confiance que j'ai pour les personnes autistes elles-mêmes, quelles qu'elles soient. On peut cheminer, on peut apprendre, on peut avoir une belle vie. Et d'ailleurs, vous dites un mot important, vous avez parlé du mot entourage. Absolument. C'est essentiel. Les parents, frères et sœurs, bons professionnels, bons profs à l'école, et les choses se font. Joseph Chovanec, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et on poursuit ce journal avec cette alerte ce matin. À Toulouse, dans le sud de la France, un homme est entré dans la cathédrale Saint-Étienne et a abandonné un colis en pleine messe. Tout le secteur a été aussitôt évacué pour sécuriser la zone et prévenir tout risque. Les faits avec Sylvain Lequen. En plein cœur de Toulouse, le quartier est bouclé par la police. Une trentaine de fidèles de la cathédrale Saint-Étienne viennent d'être évacués. Durant la messe, vers 8h30, un homme est entré soudainement avec un colis suspect sous le bras. Un paquet blanc d'une vingtaine de centimètres. Pendant la messe, après la communion, le sacristain a vu un homme rentrer dans la cathédrale du côté préfecture, qui a remonté toute l'allée centrale, qui a déposé un colis au pied des marches de l'hôtel et qui est reparti aussi vite par l'allée centrale. Du coup, le sacristain s'est demandé ce qui se passait. Il a cherché à arrêter la personne pour lui demander. La personne s'est un peu débattue et elle est partie rapidement en vociférant. Le colis retrouvé dans la cathédrale de Toulouse contenait une bouteille remplie d'acide et d'aluminium, deux composants pouvant produire une explosion. Un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu, a été découvert et a neutralisé par les services du ministère de l'Intérieur. À ce stade des informations disponibles au ministère de l'Intérieur, aucune revendication n'aurait été proférée. Le suspect qui a pris la fuite est toujours recherché par la police. Cette attaque intervient à 9 jours de Pâques. En cette période de fête religieuse, le gouvernement appelle les forces de l'ordre à la plus grande vigilance. Et puis à noter que le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Dans la région à La Réunion, un directeur d'école suspendu de ses fonctions. Il est suspecté d'attouchement à l'égard des enseignantes, alors qu'une enquête est ouverte ce matin devant cet établissement de Saint-Denis. Les parents d'élèves se disent inquiets et demandent des comptes. Rabia Issa. Ce matin, devant l'école maternelle des Flamboyants, les parents d'élèves sont inquiets. Ils demandent des explications sur les faits de suspicion d'attouchement sexuel et de harcèlement proférés à l'encontre du directeur de l'établissement. Ils souhaitent connaître la vérité. On n'a pas d'infos pour l'instant. Si la maîtresse a plus d'informations dans la journée, elle nous en parlera ce soir à la sortie d'école. Elle ne compte pas en parler aux enfants. Et par contre, si les enfants posent des questions, elle essaiera d'y répondre. Le personnel de l'école est toujours sous le choc. Hier, en milieu de matinée, il a été suspendu de ses fonctions par le rectorat. Il a vidé son bureau et quitté l'établissement Manu Militari. Aujourd'hui, les parents concernés sont atterrés. Mon fils, c'est toute ma vie. Et s'il se passe quoi que ce soit, je ne sais pas de quoi je serais capable de faire. J'essaie de lui poser des petites questions pour voir si effectivement il y a eu des trucs. Mais après, comme il y a eu plusieurs versions, il y a eu soi-disant entre lui et les maîtresses, après c'est lui et les enfants. Donc en fait, je ne sais pas, on est vraiment paumés. Et je veux juste avoir des réponses en fait. Des réponses et du soutien que ses parents pourront trouver auprès des associations de parents d'élèves. La FCPE aujourd'hui compte bien se saisir de cette affaire et assister les parents. Le fait d'avoir pris une mesure qu'on va dire conservatoire, c'est déjà une bonne chose qui va permettre d'assainir et de ramener la sérénité au sein de l'établissement pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école. C'est très important que les enfants puissent continuer à aller à l'école, mais il faut aussi que la cellule du rectorat puisse aussi accompagner les enfants sur le côté psychologique notamment. Et donc nous, on sera là pour appuyer les parents auprès du rectorat pour que la cellule psychologique, si elle n'a pas encore été mise en place, soit mise en place pour que les enfants puissent aussi libérer la parole. Une enquête administrative a été diligentée par le rectorat. Contacté par téléphone, le directeur de l'école des Flamboyants dit ne pas comprendre les faits qui lui sont reprochés.
Retour Ahmed pour terminer ce journal avec le thé traditionnel à la mahoraise et c'est la famille Vita de Bambo-Ouest qui le remet au goût du jour, à savoir qu'il s'agit ici d'une passion partagée depuis 3 générations. Aujourd'hui, le travail mobilise toute la famille, l'objectif étant d'en faire une activité pérenne et de décrocher un label bio afin de mieux valoriser le patrimoine culinaire mahorais. Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. L'odeur des plantes aromatiques parfume les airs de la cour de la maison familiale. La famille Vita mobilisée en s'achète les feuilles de thé, une passion inspirée de leur grand-mère Fatima Bouanarizeki, des plantes aux vertus médicinales selon la doyenne. J'ai été élevée par ma grand-mère. Elle m'a appris à reconnaître les plantes médicinales, mais aussi les herbes à thé. On fait sécher et on met dans de l'eau chaude et on boit. Aujourd'hui, je suis fière de voir mes petits-enfants reprendre le flambeau. Une fois par semaine, Bahari Swafa, le petit-fils, se rend au champ pour la cueillette des feuilles aromatiques. J'utilise ce qui existe au niveau du champ qui est familial, étant donné qu'au niveau du thé, et ça c'est la mamie qui a commencé à le faire depuis tout petit. J'ai vu la mamie ramener quelques feuilles de citronnelle, de cannelle, de convave à la maison pour faire sécher, pour faire le thé matinal ou pendant le mois de Ramadan, tout spécifiquement. Une palette de senteurs dont la base est le gros thym. Le gros thym qui est là, le porovi en chimaoré. Mais après, par rapport aux senteurs que je recherche, je vais rajouter différents types de feuilles, feuilles de cannelle, feuilles de citronnelle, feuilles de laurier, feuilles de convava. Mais en fonction des feuilles que je rajoute et de la quantité, là, il y a la senteur qui change, il y a l'odeur qui change au niveau du thé. Après l'arrachage des feuilles, direction l'atelier de transformation, la famille s'occupe du flétrissage et du conditionnement. Quand on arrive à la maison, on lave les feuilles, on les fait sécher et après on coupe en petits morceaux et on les met dans des sachets. Écouler 500 paquets de thé est l'objectif fixé par la famille Vita durant ce mois de Ramadan. Des paquets de 25 et 13 infusettes emballées sous la marque Le Dité, disponibles sur le net. Et voilà qui met terme à ce journal. Encore merci pour toute votre attention. Dans un instant, la météo. Et juste après, on se retrouve pour le journal en mahorais. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec nos programmes. Rendez-vous demain à 19h.